Bonjour, nous sommes le samedi 24 août 2019 et vous connaissez mon goût pour la provocation et donc vous ne serez pas autrement surpris par le titre que je vais donner à ma vidéo d'aujourd'hui qui est Pourquoi nous sommes en train de gagner. Alors là, j'ai appelé récemment une de mes vidéos Paul Jorion n'est pas fou, mais là vous pourriez commencer à avoir des doutes sérieux. Pourquoi? Parce que le monde autour de nous est en train de s'écrouler. Il y a en particulier 4 démagogues qui sont en train de précipiter l'effondrement généralisé du monde. Nous avons M. Trump aux États-Unis, nous avons M. Boris Johnson au Royaume-Uni. Nous avons M. Bolsonaro au Brésil et nous avons M. Salvini en Italie. Tout ça, ce ne sont pas des petits pays, ce sont des grands pays qui ont mis à leur tête, par des élections démocratiques, qui ont mis des autocrates, des démagogues, par un vote populaire, voilà, le vote du peuple. Ils ont obtenu des majorités pour se trouver là où ils sont. Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, il faut réfléchir à cela. Pourquoi cette montée de ce qu'on appelle parfois le populisme, qu'on peut appeler aussi une sorte de fascisme spontané qui peut conduire à la prise de pouvoir par de véritables fascistes. Monsieur Salvini présente tous les caractères extérieurs. Il est en train de réhabiliter le culte de Mussolini. Monsieur Trump, je posais la question hier, est-ce qu'il se conduit davantage comme Caligula ou comme Néron? La question se pose. Ils entraînent leur pays dans la chute. Je vous ai tenu au courant de cela. En quelques jours, Monsieur Trump a fait quatre choses. Qui suffisent à détruire non seulement un pays, mais tous les pays avoisinants, surtout quand il s'agit de la première puissance économique au monde, que sont encore les États-Unis. Il a commencé par dire qu'il voulait acheter le Groenland au Danemark comme une sorte d'opération immobilière. Quand la première ministre du Danemark est tombée de sa chaise, il a dit bon, puisque c'est comme ça, je ne viens pas en visite officielle, celle qui était prévue au début septembre. Il a repris les propos d'un commentateur complotiste, faisant de lui le roi d'Israël, le nouveau Messie. Et cet imbécile a repris ça en disant c'est probablement vrai, etc. En ajoutant, et là il est vraiment très très mal tombé, que les Juifs américains qui votent démocrates trahissent leur patrie. Alors là, ce que la presse en général n'a pas aimé, c'est cette thèse que les Juifs américains sont davantage loyaux vis-à-vis d'Israël que de leur pays. Et c'est mal passé, je veux dire, aussi dans la presse républicaine. Alors les numéros 3 et 4, cela date d'hier. Monsieur Trump a dit du dirigeant, du gouverneur, président de la Federal Reserve, la banque centrale américaine, qu'il était un pire ennemi de l'Amérique que Monsieur Xi Jinping. Un bonhomme qu'il a nommé, mais la question n'est pas qu'il l'ait nommé. Ce monsieur gère les taux d'intérêt à court terme comme on lui demande de le faire. Il fait son métier. Et Monsieur Trump, non, il veut des taux d'intérêt plus bas. Il faut pas que ça monte et il faut surtout que ça descende. Qu'est-ce que ça révèle surtout? C'est que Monsieur Trump, et ça c'est sympathique pour nous, il se place systématiquement du côté des gens endettés, et qu'un taux d'intérêt haut, c'est l'ennemi du peuple. Et là, tout le monde peut s'identifier à lui, sauf bien entendu tous les milieux d'affaires pour qui, quand l'économie va bien, il est normal qu'on partage un peu de la richesse avec nous aussi.
qu'un peu de ces aubaines, comme les appelle Proudhon, soit partagé aussi par ceux qui avancent le capital et qui pourraient recevoir peut-être des dividendes ou des intérêts. Les dividendes vont bien, mais pourquoi est-ce que les dividendes vont bien? C'est parce que les entreprises s'endettent pour payer des dividendes, parce qu'il y a une espèce de compétition, concurrence entre elles. Et alors cerise sur le gâteau, c'est sa déclaration qui vient aussitôt après, quand les Chinois disent qu'ils commencent à en avoir marre et qu'eux aussi vont mettre des droits d'accise, des tarifs douaniers sur un certain type de produits américains. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Trump? Il envoie un tweet, bah, ça ne nous surprend pas, mais il envoie un tweet en disant j'ordonne par la présente. Bon, alors là, on peut se demander si on n'est pas au niveau de Caligula qui nomme ministre son cheval. Tout le monde s'est mis à rigoler, je l'ai mentionné, il y a des gens qui montrent des photos de leur chien en disant voilà mon chien m'a dit qu'il m'ordonnait par la présence de lui donner des friandises. Un type a dit j'ordonne par la présence que mon club de foot préféré gagne ses 20 prochains matchs. Qu'est-ce que ça montre de ces commentaires humoristique, ça montre que les gens sont conscients que Trump a décollé de la réalité. Il est là à dire j'ordonne que les entreprises cessent de traiter avec les entreprises chinoises. Il n'a pas la capacité de faire ça. Alors que fait le peuple américain? J'ai rigolé déjà. J'ai déjà appelé une fois un billet ou une vidéo, je ne sais plus où est le deep state quand on a besoin de lui. La thèse de Monsieur Trump qu'il y a un deep state, c'est-à-dire une part cachée de l'État qui va l'abattre, on en a la preuve maintenant que ça n'existe pas. Et c'est pour ça que je peux ironiser en disant c'est bien dommage, parce que s'il y avait eu un deep state, il se serait débarrassé de Monsieur Trump déjà il y a très longtemps. Donc la preuve est faite, non, ça n'existe pas. Ça fait partie de ces délires paranoïaques et de ses copains complotistes. Hélas, il n'y a pas les institutions n'ont pas résisté jusqu'ici. Les contre-pouvoirs ne jouent pas véritablement. Le Parlement doit être un contre-pouvoir à l'exécutif. Le législatif, en principe, est un contre-pouvoir à l'exécutif, mais il essaie de mettre sur la touche entièrement le législatif. Il fait des procès aux gens aux instances parlementaires qui essayent d'obtenir de l'information sur ces malversations, etc. Il y a encore le judiciaire progresse petit à petit, il a déjà obtenu certaines victoires, mais voilà, on n'avance pas. Il n'y a pas de deep state. Monsieur Trump est toujours là. Il reste une possibilité. Je l'ai mentionné il y a très très longtemps. Ce sera d'ailleurs dans le premier volume des 4 volumes en préparation sur Trump. Dans le premier volume, je parlais déjà du 25th Amendment, du 25e amendement, qui permet au cabinet l'entourage immédiat d'un président de le mettre sur la touche, de prendre le pouvoir à sa place et de mettre le vice-président à sa place. Il serait en l'occurrence monsieur Mike Pence. De quoi s'agit-il en 1776, quand la Constitution américaine a été créée? Il s'agissait d'imaginer, bien entendu, un président des États-Unis à la tête des troupes résistant à un envahisseur, ou encore avec le souvenir de se débarrasser de la puissance coloniale britannique, et qui serait blessé à la tête de ses troupes, et qu'il faudrait remplacer par le vice-président en raison de son invalidité, de son incapacité à exercer son pouvoir. Je suis sûr, là je m'avance pas beaucoup, que dans l'entourage immédiat de Monsieur Trump, au niveau de ses conseillers, au niveau justement de la cellule qui est à la Maison Blanche, on doit réfléchir beaucoup ce week-end au 25e amendement. Le type qui imagine qu'il est le roi d'Israël, qui peut ordonner aux entreprises de son pays de couper tout lien avec la Chine du jour au lendemain, qui veut acheter, qui suggère au premier ministre d'un pays d'acheter une partie de son pays, représente un danger trop grand.
Ce qui ne veut pas dire qu'il a décollé entièrement de la catégorie d'autocrate et de démagogue, puisque les points communs sont évidents avec Boris Johnson qui se prépare à provoquer une catastrophe non seulement dans son pays, mais dans l'ensemble de l'Union européenne et probablement avec des répercussions sur les marchés de manière générale. C'est-à-dire, bon, les marchés, donc c'est là ce qui, au niveau global, nous sert de baromètre. La bourse réagit, comme elle a réagit mal aux événements qui créent de l'incertitude, de l'inquiétude. On l'a vu hier aux États-Unis. Les marchés européens ont eu la nouvelle du délire trumpien alors que la séance allait se clôturer, mais aux États-Unis, bon, tout est à peu près tombé tous les différents indices sont tombés à peu près, boursiers sont tombés de 3%. Alors on a Bolsonaro, on a effectivement Johnson, Trump, Salvini en Italie. Pourquoi est-ce que ces gens sont élus démocratiquement en raison de la de l'incapacité de ce qui se trouve à la place que dans les partis de gouvernement, comme on dit, là où on dit les partis de gouvernement civilisés, leur incapacité de résoudre les problèmes qui se posent. Moi, j'avais dit en 2008, j'avais dit voilà, un démenti cinglant a été apporté à l'idéologie ultralibérale qui est voilà l'idéologie, le parti de la banque, la religion féroce comme je l'appelle aussi fascisme en col blanc. Cette idéologie a été démentie par les faits en 2008. Il faut maintenant, excusez-moi, en tirer les conséquences. Et depuis 10 ans, 11 ans, ces conséquences apparemment n'avaient pas été tirées. Elles avaient été tirées par la population et qui votait ou qui s'exprimait dans des rébellions de type gilets jaunes spontanés, dans des jacqueries. Cet échec de l'ultralibéralisme, il s'est reflété dans la dérive oligarchique de nos démocraties occidentales et dans cette séparation de fait qu'on appelle aussi disparition de la classe moyenne entre une population défavorisée et une population favorisée, les élites qui se partagent le magot. Ça ne pouvait pas ne pas apparaître en surface d'une certaine manière. Comme l'avaient souligné ces analystes, je crois que c'était des Britanniques qui avaient très bien montré que qu'on était entré dans une alternance de régimes populistes, c'est-à-dire donc avec à leur tête des démagogues, et les partis voilà de gouvernement dits civilisés. Mais en raison, disait-il, de l'incapacité de ces partis de gouvernement civilisés de résoudre les problèmes qui sont là. Chaque fois qu'eux reviennent au pouvoir, quand des régimes, des gouvernements populistes entre guillemets avec des démagogues à leur tête s'effondrent, ils remettent. Et jusqu'ici, ils avaient remis en place la même sauce. Et on repart à ce moment-là vers une insatisfaction de la population qui va de nouveau remettre des populistes à la place. Ce qu'il aurait fallu durant les 10 années écoulées, c'était entériner le démenti par les faits des thèses ultralibérales. Alors c'est pour ça que je fête aussitôt, je l'ai fêté aussitôt par une vidéo, une déclaration comme celle de Business Roundtable aux États-Unis, qui a remis donc un syndicat des patrons des plus grosses entreprises américaines qui remet en question un des principes fondamentaux et tout à fait au centre du fonctionnement de l'ultralibéralisme, la prévalence, la prééminence de l'actionnaire sur quiconque d'autre dans la gestion des entreprises. C'est un tournant considérable, je l'ai dit, j'ai d'ailleurs répété le mot considérable quand je me suis réécouté un nombre considérable de fois. Mais c'est vrai. J'ai rappelé à ce moment-là ces propos de ce banquier à qui j'avais été confronté dans une émission de France Culture qui était arbitrée par monsieur Attali et qui m'avait donné raison sur absolument tout. Et
au point que je lui demande, mais dans ce cas-là, si j'ai tellement raison et si vous me dites que la banque est de mon côté parce que mes arguments sont imparables, pourquoi alors les choses se passent comme elles le font, et qui m'a répondu, les marchés ne sont pas prêts, mais quand ils seront prêts, ils le feront. Et là, parce que j'avais pris pour je l'avais pas pris pour une boutade, ce monsieur disait ça sérieusement, mais j'avais pris ça pour une élucubration, pour une cornichonnerie. Et, euh, et là, ce monsieur qui représentait la banque, il s'est vu confirmer dans ce qu'il a dit par des choses que monsieur Macron, qui se trouvait dans le même camp, soyons clairs, par des choses que monsieur Macron a fait au cours des 3 derniers jours. Il a confronté M. Boris Johnson, il a confronté M. Bolsonaro à propos de l'accord du Mercosur en disant M. Bolsonaro trahit cela, et il a dans cette déclaration un peu ambiguë, un peu ambivalente, il a dit qu'il était du côté du maire de Langouette, qui avait interdit par un arrêté municipal qu'on asperge de pesticides dans un rayon, si je m'en souviens, de 100 ou de 150 mètres des habitations. Est-ce que, la question que j'ai posée, est-ce que ce qui s'est passé ces 3 derniers jours dans les déclarations de M. Macron, est-ce qu'elles sont en train de nous dire que les marchés font, comme ce banquier m'a dit, que quand les choses seraient prêtes, ils iraient du côté des arguments raisonnables, des propositions de ce qu'il faut faire, etc. Bon, on va pas pavoiser tout de suite. Je peux dire qu'on est en train de gagner, ça pourquoi pas. Entre là, j'en ai reparlé aussi, la déclaration de monsieur Sarkozy à Toulon en disant le capitalisme tel qu'il existait est mort, il faut qu'on passe à autre chose. C'était il y a 11 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il a fallu peut-être que les peuples se fâchent et élisent des démagogues pour que les partis dits de gouvernement commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas simplement faire comme avant, faire comme on l'a fait en 2009, en 2010, reconstituer à l'identique ce système dont les faits avaient montré qu'il ne pouvait plus marcher. C'est ça, ça a été ça, aux ultralibéraux, leur première réaction, reconstituer le système à l'identique. J'ai parlé ça aussi de ce rapport qui avait été très bien fait aussitôt en 2009, de ce monsieur qui avait envisagé 4 attitudes possibles de la part des experts. Et il m'avait mis dans une catégorie, pas la plus radicale, mais pratiquement. Il avait la gentillesse de mettre mon nom, et je vous rappelle surtout, dans la catégorie de faut-il reconstituer le système à l'identique, ce qui a été fait par les milieux de la banque, par la finance au cours des 11 dernières années, il n'avait pas trouvé un seul expert digne de son nom à l'échelle mondiale, donc il pourrait mettre le nom à cet endroit-là. La classe politique finit par comprendre. Il y a une chose qui me vient à l'esprit, je vais la dire. Ça s'inscrit pas tout à fait dans le plan de ce que je voulais dire, c'est une digression, mais c'est parce que c'est une illustration. C'est une illustration. J'ai écrit un livre sur Keynes, Pensez tout haut, l'économie avec Keynes. Ce livre je crois qu'il n'a pas été lu par les économistes. Il n'a pas donné lieu à des commentaires quelconques. J'ai été invité quelquefois par des gens extrêmement hostiles à ce que je disais dans ce livre, à la radio ou à la télévision. Il n'a pas eu de conséquences sauf une. Il a convaincu un économiste de droite qui était véritablement un des penseurs, je dirais, de l'ultralibéralisme, Bruno Coleman, qui est devenu mon ami, Bruno Coleman. Il a convaincu, ce livre sur Keynes, il a convaincu Bruno Coleman de revoir sa manière de faire, au point que Coleman, qui vient d'être nommé à la tête d'une banque d'affaires, d'une grande banque d'affaires belge, au point que Coleman considère que défend les positions qui sont quasiment identiques aux miennes, et dont il dit gentiment
Je sais dans les conversations que nous avons eues, dans les lectures qu'il a faites de choses que j'ai écrites, qu'il a été convaincu de le faire. Ce signe-là, et c'est pour ça sans doute qu'il vient interrompre mon petit exposé, il me convainc moi il vient justifier le fait que le blog de Paul Jorion, le seul blog optimiste du monde occidental, et qui me permet, sans que ce soit une plaisanterie trop grossière, de dire nous sommes en train de gagner. Nous convaincrons aussi des gens qui se sont rangés du côté des démagogues de rejoindre les rangs des gens raisonnables. Ce parti, le parti de ce qu'il faut faire maintenant, il n'existe pas encore véritablement. Vous avez vu mes efforts désespérés et affligeant d'essayer de me présenter aux élections européennes et vous avez vu, il n'y a eu absolument aucun écho, ça n'a été que des coups de téléphone auxquels on ne répond pas, des messages qui sont ignorés, etc., etc. La campagne, appelons les choses par leur nom, la campagne des Européens s'est faite encore dans l'ancien style, dans le cadre ultralibéral. Mais les choses sont en train de glisser. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Je le mettrai en dessous de la vidéo parce que c'est pas très clair. Moi, j'ai pu l'imprimer qu'en noir et blanc. Regardez un instant les chiffres et puis je vais vous les commenter. Voilà les chiffres qu'on peut voir. Ce sont c'est l'approbation ou la désapprobation des électeurs américains vis-à-vis de Monsieur Trump. Alors vous voyez, il y a les hommes en haut et les femmes en dessous. Ensuite, il y a les personnes blanches sans éducation, sans diplôme de type universitaire. Et il y a ensuite les femmes sans diplôme universitaire, et ensuite ce qu'on appelle aux États-Unis les non-blancs. Les non-blancs, c'est une catégorie qui est à mourir de rire, comme vous en doutez. C'est aussi bien les descendants de gens qui en sont venus aux États-Unis en tant qu'esclaves amenés pour venir travailler sur les plantations. Ce sont les Amérindiens, qui soient des descendants des Amérindiens qui habitaient sur le territoire des États-Unis, ou bien ceux qui habitaient l'Amérique centrale et qui sont venus comme migrants. Mais ça s'applique aussi bien, ils appliquent ça aussi bien à Madame Ocasio-Cortez, dont la seule qualité est que ses parents soient de Porto Rico, c'est-à-dire que si vos parents parlent espagnol, ça veut dire que vous êtes non blanc aussi. Et vous vous souvenez de la querelle qui a eu lieu récemment d'une députée palestinienne considérée également, qui tombe aussi très facilement dans cette catégorie de non blancs, pour une raison qui nous échappe à nous Européens. Le chiffre le plus intéressant, les chiffres les moins intéressants, ce sont ceux qui n'ont pas bougé depuis l'élection de Monsieur Trump. Alors, il y a toujours plus d'hommes qui approuvent Monsieur Trump que le désapprouvent. 49 approuvent sa politique, 49%, et 43% la désapprouvent. Les femmes, là, il y a eu un glissement. Les femmes étaient plus favorables à Trump au départ, au moment de son élection, et puis il y a un glissement. Elles sont de moins en moins favorables pour les raisons que vous imaginez aisément, en raison du fait que ce misogyne, bon, je vais pas continuer, mais donc 31% des femmes américaines approuvent Monsieur Trump contre 62%, une majorité écrasante. C'est très simple, le chiffre 62, c'est le double de 31, donc c'est un tiers contre 2 tiers de femmes qui désapprouvent Monsieur Trump. Alors le gros des troupes trumpiennes, c'est toujours pareil, ça n'a pas bougé. Ce sont les blancs, les hommes blancs qui ne sont pas allés à l'école, et c'est là qu'il y a une évolution qui a eu lieu. Alors pour l'ensemble des blancs qui ne sont pas allés à l'école, 55% approuvent encore Trump, 37% désapprouvent. Mais ce qui a bougé, et ce sur quoi les pollsters, les gens qui s'occupent de sondages attirent notre attention maintenant, c'est le glissement qui a eu lieu parmi les femmes qui n'ont pas eu qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas fait d'études universitaires. Alors là, maintenant, 38% seulement des femmes sans diplôme universitaire approuvent Trump et 57% le désapprouvent. C'est là la catégorie dans laquelle il y a eu du changement en ce moment. Si les chiffres baissent pour Trump, c'est à ce niveau-là.
Alors, la dernière catégorie, la catégorie des non-blancs, là, évidemment, bon, Trump n'a absolument aucun soutien, qu'il s'agisse des hispaniques, comme on dit là-bas, ou de la population afro-américaine. 21% approuvent Trump et 72% le rejettent. Alors, une alouette ne fait pas le printemps. Les trois déclarations ces jours derniers de M. Macron, c'est pas encore, bon, ça change pas encore la face du monde. On va voir comment M. Macron va parler, la manière dont il va tenir tête à M. Parce qu'on peut quand même imaginer qu'il lui tienne tête à M. Trump aujourd'hui et demain à l'occasion du G7. Et c'est là qu'on va pouvoir tester l'affirmation de mon banquier que quand les marchés seront prêts, ils iront dans le sens de la raison de la survie de l'humanité, qui mettront la logique du profit entre parenthèses, comme ils l'affirment, comme ils l'ont affirmé dans cette déclaration de Business Roundtable. Ce n'est rien, mais c'est symptomatique. C'est, comme je l'ai dit le jour où c'est apparu, c'est une défaite en race campagne pour l'ultralibéralisme. C'est très important. C'est un des dogmes centraux de leur philosophie, si on peut appliquer le mot de philosophie à ça, de leur logique en tout cas. C'est que, ce qu'on entend dire là, c'est qu'on va peut-être ne plus mettre à l'avant-plan la seule question du profit en réfléchissant à ce qu'on va faire maintenant. Et vous le savez, ça c'était, je dirais, la thèse centrale de mon bouquin, le dernier qui s'en va éteindre la lumière. Tant que la logique du profit est là au centre des préoccupations, elle signe simplement l'arrêt de mort du genre humain. Alors on va voir. Est-ce que mon optimisme probablement dû, comme l'a expliqué la science, au fait que j'ai 2 récepteurs pour la dopamine et que rien ne me convainc que les choses vont vraiment très très mal, d'où ma querelle récemment avec Yves Cochet sur le fait que j'avais le sentiment qu'un certain nombre de survivalistes ont vraiment déjà baissé les bras et que c'est pas bien, parce que s'il faut les remettre dans le combat en disant mais voilà, les choses sont on est dans un tournant, les choses sont en train de s'améliorer au point de vue de la compréhension des gens qui dirigent les gouvernements de ce qu'il faudrait faire, il va falloir maintenant qu'ils abandonnent leurs igloos et leurs bunkers pour se rejoindre au combat. Enfin bon, ce sera peut-être plus facile de les convaincre qu'il n'a été difficile de convaincre le camp d'en face. Il a fallu 11 ans pour voir les premiers frémissements dans le bon sens. Voilà une réflexion générale sur les démagogues, les populismes et l'incapacité des partis dits de gouvernement de nous proposer quelque chose une véritable alternative au discours absolument délirant d'un certain nombre de démagogues. Voilà, allez, à bientôt.